voilà. Il n'a pas une définition ou, disons, la science totale de tout ce qui est réseautage, mais il va partager avec nous ce soir, en fait, son expérience. Donc, je voudrais inviter MIS Ibrahima Diaby pour se présenter brièvement, hein, parce que c'est aussi l'occasion de se connaître. C'est vrai qu'on ne se connaît pas à promo plus ou moins, mais l'occasion de revenir très brièvement sur son parcours, voilà, pour que chacun puisse connaître. Merci Django. Bonsoir cher MIS. Bonne heureuse année également à tous. Que cette année soit pleine de santé, de succès, de prospérité pour tous, ainsi que pour l'association. Donc, je suis effectivement Maïs Diaby Ibrahima, promotion 2009 comme Django l'a signifié. Je bosse présentement chez Olam Food Ingredient, qui est une entreprise dans l'agro-industrie, en qualité de directeur des infrastructures et des réseaux pour l'Afrique. Donc, je suis en charge d'une dizaine de pays et d'une vingtaine de collaborateurs. Donc, en plus, j'ai également fait une formation à l'IE de Madrid, un MBA en 2023. Également membre de Toastmasters International, qui est une organisation à but non lucratif qui justement aide ses membres à développer leur leadership et leurs aptitudes en communication et à prendre la parole notamment en public. Et PMI, c'est l'organisme, comme vous le savez, qui gère les certifications PMP. Donc, voilà. Donc, brièvement, Django, voilà un peu ma présentation. Voilà. OK. Bon, moi, on l'appelle affectueusement le professeur Diaby. OK. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de partager ton temps, hein, parce que, avouons-le, ça prend du temps. On est tous sollicités par nos boulots, la famille et autres. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir accepté de partager de donner de ton temps. Pour aller dans le vif du sujet, hein, quelle définition tu pourrais donner au mot réseautage, disons réseau professionnel aujourd'hui? OK. Merci Django. Merci au OMG à son bureau d'avoir initié les talks sur des problématiques assez importantes pour chaque MIS. Notamment la problématique du réseau professionnel est une problématique assez importante de nos jours. Je dirais que c'est un levier stratégique pour tout travailleur, donc qui en sachant bien sûr mettre cela à profit. Les bénéfices peuvent être nombreux. Donc, pour répondre à ta question, un réseau professionnel, simplement, hein, on dirait que c'est un ensemble de personnes qui ont une histoire, des centres d'intérêt communs et qui se donnent la main dans le but donc d'atteindre des objectifs mutuels ou individuels. Donc, la MIS Association, par exemple, c'est un réseau professionnel des ingénieurs informaticiens de l'INPHB. Donc, l'activité de réseautage, telle que nous la faisons ce soir, par exemple, c'est une activité qui consiste donc à créer, sinon à renforcer donc le lien qui existe entre professionnels. Voilà, dans le but, encore une fois, que cette activité-là soit bénéfique à chacun des membres de l'association. Mais un aspect aussi assez important que je souhaite mettre en exergue, c'est le fait de travailler sur une relation qui s'établit sur le long terme. Voilà, donc il ne sert à rien d'avoir un réseau aujourd'hui et qui ne puisse pas demain nous profiter sur le long terme. Donc voilà, Django, de façon brève, ce que je peux dire du réseau professionnel. OK, je vois un peu dans cette slide-là une image de quelqu'un qui sort je veux dire, de l'écran de l'ordinateur pour saluer. En tout cas, c'est vrai que l'image est un peu tronquée pour saluer. Qu'est-ce que cette image révèle comme problématique ou qu'est-ce que ça voulait démontrer? Effectivement, cette image-là, elle a été mise à dessin. Elle traduit en fait ce lien-là, cette chaleur humaine qui doit exister dans les réseaux professionnels. C'est-à-dire, on a des réseaux sociaux aujourd'hui, on a LinkedIn qui est un réseau professionnel, on en a plusieurs autres.
Mais l'image, en fait, c'était pour préciser le fait que le réseau professionnel, c'est avant tout une relation humaine. D'accord? C'est une relation entre deux personnes, entre Django et le MG, entre moi et mon NSO que je vois dans le talk, que je salue au passage. Voilà, donc au-delà donc des contacts LinkedIn qu'on a, on peut avoir 15 000 personnes sur LinkedIn. Par contre, on n'est pas sûr d'avoir ces personnes-là effectivement dans dans le réseau professionnel, effectivement. Plus tard, on le verra à travers donc certaines spécificités, mais il s'agit d'une relation chaleureuse, je dirais physique, qui, au fil des années, doit se bonifier. Je profite en même temps pour parler un peu de la deuxième image, c'est juste de dire que un réseau professionnel est censé faire avancer tout le monde vers des objectifs plus grands que des objectifs que si nous étions dispersés. Donc, ensemble, nous pouvons faire reculer des montagnes plutôt que d'évoluer chacun dans son silo, en fait. Ok, merci bien pour cette précision. Merci. Je me pose la question, est-ce que quand on dit réseau professionnel, est-ce qu'on peut mettre tout dans le même sac ou est-ce qu'il y a des distinctions à faire en termes de réseau? Bon, disons, voilà, est-ce que tous les réseaux peuvent être qualifiés de la même manière? OK. Donc, effectivement, les réseaux professionnels peuvent être bâtis de diverses manières, hein. Donc, le but, en fait, de ce découpage-là, c'est d'essayer, en fait, d'attirer l'attention des uns des autres sur souvent des réseaux qu'on ne soupçonne pas. Par exemple, on peut avoir un ami d'enfance ou un ami du lycée, mais on établit juste la relation amicale sans forcément voir au-delà de cette amitié-là pour la transformer en réseau social, donc en réseau professionnel, pardon. Donc, on a essayé de classifier en quatre grands groupes, ce qu'on appelle des réseaux natifs. C'est des réseaux qui, naturellement, euh, font partie de notre réseau professionnel. Aujourd'hui, on a le réseau des MAS, comme je l'ai dit, qui est un réseau d'école. Donc, c'est un réseau sur lequel auquel on ne force pas trop pour faire partie de ces réseaux-là, étant donné on soit MAS. On a également les réseaux issus donc de la famille. On peut avoir des familles qui sont des membres de la famille qui sont dans un milieu professionnel et qui pourraient également nous aider à évoluer dans notre carrière, à avoir des conseils, à trouver des solutions à un certain nombre de problèmes. On peut également, comme je l'ai dit, avoir des amis qui sont aussi membres de notre réseau professionnel. Les réseaux également qu'on construit soi-même, c'est-à-dire à partir d'objectifs qu'on se fixe. Donc, dans la vie courante, on peut en trouver également autour d'activités telles que le sport. Bon, j'ai parlé tout à l'heure du club Toastmaster, qui est aussi constitué de professionnels de divers domaines. Et comme j'ai dit dans la définition en entame, c'est que le réseau professionnel n'est pas uniquement constitué des maïs. On verra cela plus tard. On peut avoir une ascension professionnelle ou une opportunité professionnelle venant d'une personne qui n'est pas forcément MIS. Toujours dans les réseaux construits, on a des réseaux d'affaires. Par exemple, pour ceux qui sont qui ont leur propre boîte, donc à partir donc de leur connexion arrive donc à créer ces réseaux professionnels-là. Donc, dans le cadre professionnel également, on a des collègues qui peuvent faire partie de notre réseau professionnel, même si plus tard on le verra, puisque c'est pas toujours quelque chose que je conseillerais dans l'immédiat, parce que le monde professionnel, c'est beaucoup de rivalités, c'est souvent de la jalousie. Donc, parfois, étaler ses plans à ses collègues, ça peut souvent, on a eu des cas comme ça par le passé où ça peut se retenir contre nous. Également, lors des recrutements avec des professionnels des ressources humaines, ou d'autres personnes dans les entreprises. On peut également bâtir un réseau professionnel. Bon, moi qui n'ai pas été toujours stable dans les entreprises, donc à chaque fois que, par exemple, j'ai les entretiens, après, je garde ces contacts-là avec les ressources humaines et plus tard, on établit ce lien professionnel-là. Donc, certaines personnes des ressources humaines, par exemple, me contactent pour avoir un CV d'informaticien. Donc, c'est avec plaisir que je partage ça avec eux. Et finalement, une autre source des réseaux professionnels, c'est les réseaux de notre réseau, en quelque sorte. Donc, les personnes que nous connaissons qui pourraient aussi mettre à profit leur réseau, voilà, dans l'optique donc de résoudre des situations ou simplement d'étendre notre réseau. Donc, en gros, Django, voilà un peu ce que je peux dire des sources de réseau. Bon, encore une fois, c'est pas des groupes qui sont disjoints ou donc on peut avoir très bien un membre de la famille après qui se retrouve être un collègue
etc. Donc, il y a plusieurs combinaisons possibles entre ces différents groupes-là, mais c'est en tout cas une sorte d'éveil qu'on souhaite dire faire passer, parce que chacun peut-être souvent peut plus regarder plus profondément autour de lui et avoir peut-être des personnes insoupçonnées qui pourraient effectivement faire partie des réseaux professionnels. Ok, merci bien pour ces précisions. Effectivement, je vois un peu ces sources-là. Donc, elle s'est dit que, comme tu l'as dit, hein, c'est pas cloisonné, mais surtout l'aspect natif. Bon, aujourd'hui, pour un maïs, on se dit, bon, on vient de la même école, on a fait tout ça. Est-ce que on doit y travailler ou parce qu'on vient de la même famille, donc naturellement, si je te sollicite, tu devrais m'aider, donc il n'y a pas Mhm, d'effort à faire. Est-ce que mhm, c'est dans ce sens-là que je dois voir ou voilà? Ou mhm, bien c'est toujours, il faut construire, quelle que soit la source. mhm. Oui, effectivement, je dirais qu'il faut quand même construire. On peut être de la même famille, effectivement, et puis ne pas avoir de bonnes relations, hein. La base d'un réseau professionnel, comme on l'a dit là, c'est des rapports humains. D'accord? Donc, la qualité donc des réseaux professionnels repose, on le verra plus tard, sur les réseaux, la qualité même des relations que deux personnes peuvent avoir ou une personne avec un groupe. Donc, le fait qu'on vienne de la même école, ça peut être un socle, mais vu que, comme on l'a dit en définition, on a une histoire commune. Bon, pour les MIS, par exemple, on a soit fait les prépas ensemble ou on a fait les cycles ingénieurs ensemble. Et donc, on a, on a des marqueurs comme ça, temporels, qu'on pourrait citer. Le fait, on connaît tous M. Goré, par exemple, ou pour la majorité. Et donc, ça fait une référence, par exemple, et c'est des choses qui peuvent être le socle d'un réseau professionnel assez solide, puisqu'on a une histoire commune, on est passé par les mêmes défis, et donc ça peut être le socle d'un réseau professionnel assez solide. Ok, en tout cas, merci bien pour cette précision. Et en termes de piliers, c'est vrai qu'on vient de voir un peu une définition des sources et autres, mais si moi, je vais dire, j'ai pris conscience, je dois bâtir un réseau professionnel. Est-ce Mhm, qu'aujourd'hui, tu peux me dire quels sont les piliers, je vais dire, qui peuvent construire un réseau professionnel et surtout efficace, parce qu'on peut bien avoir des réseaux, comme je mhm, dis, chacun de nous ici, hein, c'est pas nouveau, c'est pas un thème qui est nouveau, chacun a son réseau d'une manière ou d'une autre, mais quels sont les piliers qui pourraient solidifier cela? mhm. Donc, les piliers des bons réseaux professionnels, on en a identifié quatre. On pourrait, comme on l'a dit, au cours des échanges ou avec les différentes contributions et les questions, on pourrait, pourquoi pas, étoffer cela. Mais un réseau professionnel, pour moi, efficace, il repose sur quatre piliers essentiels. Donc, le premier pilier, c'est la disponibilité. Donc, il faut pouvoir accorder du temps qui est une ressource rare aujourd'hui. Il faut pouvoir accorder du temps à son réseau. Voilà, donc plus vous accordez du temps au réseau, comme je l'ai dit, là, un réseau professionnel, c'est un rapport entre deux individus ou un individu et une association. Donc, plus vous accordez du temps au MG, comme nous, pardon, au réseau professionnel, un peu comme peut-être le MG le fait un peu plus du fait de sa position, plus le réseau sera solidifié. Donc, un aspect très important. Aujourd'hui, quand on parle de disponibilité, c'est pas forcément une disponibilité physique. Dans l'idéal, c'est une disponibilité physique des rapports humains et autres. Mais aujourd'hui, on a plusieurs moyens, étant même des informaticiens, on a des outils technologiques qui nous permettent, comme celui qu'on a ce soir là. C'est une activité de réseautage également qu'on fait. Donc, on peut leverager ces outils technologiques là, que ce soit WhatsApp et autres, pour pouvoir apporter pour marquer en tout cas notre proximité avec notre réseau. Un autre élément que je trouve essentiel, c'est l'authenticité. Donc, pour que le réseau il soit quand même fort, il faut qu'il y ait des personnes qui soient vraiment d'une certaine sincérité. En tout cas, bon, la sincérité, c'est un attribut assez subjectif, mais au moins donner en tout cas les signaux d'une certaine authenticité, qu'on vienne dans le réseau, pas uniquement pour prendre quelque chose, mais également pour contribuer à quelque chose. Donc, on le verra plus tard. Souvent, l'une des erreurs qu'on fait, c'est de penser qu'on vient dans le réseau pour juste se servir. Mais si tout le monde vient dans l'optique de se servir, finalement,
personne ne donnera et le réseau sera, à un moment donné, on verra que le réseau n'aura plus rien à offrir parce que chacun vient uniquement pour se servir. Un autre élément que je qualifie de clé, c'est le partage des valeurs. Donc, je peux des valeurs religieuses, des valeurs politiques, des valeurs même morales. C'est-à-dire que je peux estimer que Django aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui a une très bonne probité. Et moi, je veux dans mon réseau quelqu'un qui a cette probité-là, morale. Donc, je me rapproche de Django, qui, bien qu'étant donc de la même promo, en plus, il a ces attributs-là, voilà, de quelqu'un de toujours disponible. Et donc, ça peut me permettre de tisser un réseau assez fort avec lui, ou quelqu'un de disponible qui m'a sorti par une certaine situation. Ça peut me permettre de renforcer le lien qui existe entre moi et Django. Et donc, les interactions, comme je le disais, au-delà donc des aspects à distance et autres, le fait qu'on ait des bonnes interactions, qu'on partage des moments assez forts ensemble, ça permet également de solidifier le réseau et ça permet à chacun de se remémorer les personnes qui font partie effectivement de son réseau restreint. Parce qu'on peut avoir des réseaux restreints, des personnes avec lesquelles on est très souvent en contact, mais on a des personnes aussi qui sont dans notre réseau, mais qui, au fil du temps, qu'on oublie, du fait qu'on n'ait pas d'interaction assez fréquente avec ces personnes-là. Donc voilà, en quelque sorte, Django, les quelques piliers d'un réseau professionnel qui est assez efficace. Ok, merci bien pour ces points. Moi, je voudrais par exemple, savoir en termes de partage de valeurs. C'est vrai que c'est assez subjectif, comme tu l'as mentionné. À quel niveau on doit partager les mêmes valeurs pour être dans le même réseau? Je peux dire, aujourd'hui, on est MIS, on est dans une association, on peut dire on a des points communs. Par contre, on peut dire on a des points de divergence, même quel que soit le lieu. Donc, jusqu'à quel niveau on doit partager les mêmes valeurs pour pouvoir bâtir ou pour être dans le même réseau aussi? Oui, ça c'est une bonne question. Donc le partage des valeurs, en fait, il est important. Par exemple, dans le cadre de la MS Association, les valeurs qu'on a, par exemple, ça peut être des valeurs donc de solidarité d'entraide et des valeurs donc euh, voilà, de formation, etc. Enfin, de former les membres de notre association. Voilà, donc une personne qui naturellement se montre tout le temps disponible, qui fait preuve donc de partage de ces valeurs-là, sera en ligne en fait avec sera en droite ligne donc des objectifs fixés par l'association. Et donc, de par ses contributions, ne pourra que faire grandir l'association. Par exemple, le MG l'appelait en début, on a par exemple des problèmes financiers. Aucune association ne peut vivre aujourd'hui sans moyens financiers. Donc, lorsqu'on fixe par exemple un cap, c'est une obligation pour chacun des pays. Donc, le fait de se conformer, par exemple, à cette obligation-là, en se mettant à jour de nos cotisations, ça permet de faire avancer l'association. Donc, il fera que, par exemple, on aura plus de moyens pour pouvoir organiser des activités en présentiel et échanger de façon physique plutôt que de façon virtuelle. Donc, ça, par exemple, c'est un élément. À la cité, par exemple, on avait des groupes, enfin, des personnes de. Donc, je vais peut-être mettre Benjamin en mute. Donc, je dirais par exemple qu'en cité, on avait des groupes de prière, on avait des associations religieuses de la cité. Bon, c'est un exemple hein, juste. Donc, le fait, en plus d'être MIS, on avait aussi cette inclinaison naturelle à aller plus vers des personnes souvent qui sont de la même obédience religieuse que nous. Et donc, c'est le fait de partager ces liens-là, ça peut aussi renforcer le réseau professionnel. Quoique n'étant pas toujours voilà, je veux dire, ça peut être un facteur nécessaire, mais pas forcément, qui peut aider, mais pas forcément nécessaire, effectivement. Donc, il faut nuancer, effectivement, cette partie-là. Ok, en tout cas, merci pour ces précisions. Je tenais à dire aussi que, voilà, si vous avez des questions, des précisions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je pense que l'intervenant voit également et on pourra rebondir sur un certain nombre de questions. Bien sûr, il y a des phases de questions et réponses à la fin. On passe à l'étape où, oui, tout ce que tu viens d'expliquer, c'est bien intéressant et tout ça. Mais moi, je te dirais que oui, en tant que MIS, par mon parcours, mes formations, je peux me débrouiller tout seul. J'ai un boulot, on est plus ou moins, voilà. Quelle est la nécessité pour un MIS de pouvoir se donner de la peine à construire un réseau,
aujourd'hui, simplement comme ça, voilà. C'est vrai que ce que tu dis, c'est bien beau. On va te dire, bah oui, ça, on sait déjà. Pourquoi moi, je me donnerais de la peine aujourd'hui à bâtir un réseau professionnel? Oui, oui, effectivement. Donc, le fait la nécessité de bâtir un réseau professionnel, elle se justifie par plusieurs raisons, hein. Et je veux dire, la raison même essentielle, je verrais deux raisons même essentielles. Bon, la première, c'est de se dire que, bon, on ne sait pas toujours de quoi demain est fait. Donc, le fait d'avoir un réseau professionnel, c'est une sorte d'assurance pour l'avenir. Donc, on ne sait pas, comme je dis, de quoi demain est fait. On peut se trouver dans une situation de demain où on a un besoin urgent d'un emploi, on vient de perdre son emploi, on a besoin de conseils parce que les rapports avec notre manager au bureau sont compliqués. Donc, on a besoin de conseils de certains aînés qui peuvent nous venir en aide rapidement, sans je dis de façon gratuite. Donc, d'autres aspects aussi liés à la nécessité, c'est le fait qu'il soit un catalyseur de carrière. Donc, je vais prendre un exemple concret. J'ai été présélectionné pour un entretien et j'arrive donc en entretien, je vois que dans le panel des personnes qui doivent nous évaluer, je retrouve un aîné de la cité qui est NC, un NC 2006. Bon, étant sur la cité, on n'avait pas tellement de rapports. On allait souvent le voir de temps en temps quand on prépare pour échanger avec lui les week-ends. Et donc, j'arrive dans l'entretien, je constate qu'il est l'un des panélistes. Et à la fin donc des différents entretiens, je me retrouve être ex aequo avec une autre personne qui n'était pas maïs pour le poste. Et donc, l'aîné, ce qu'il fait, il pèse de tout son poids auprès des autres panélistes pour dire que, bon, voilà, ce cadet-là, il est ex aequo avec un autre candidat, mais je le connais depuis Yamoussoukro. Je sais qu'il a fait une formation maïs qui est assez rigoureuse et je pense il pourra tenir le boulot. Et donc, c'est comme ça que il pèse de son poids pour que je sois retenu pour le poste. Et donc, quand je rentre dans la boîte aussi, on garde toujours les mêmes liens. On prépare donc le PMP ensemble, on partage la documentation. Ensuite, on prépare le MBA ensemble et tout. Et donc, jusqu'à présent, on a des contacts assez intéressants. Donc, je vous dis que c'est pas toujours voilà, étant maïs, certes, mais il y a d'autres aspects qui peuvent, à un moment donné, un moment à un autre dans notre carrière, permettre voilà, de booster un peu notre carrière. Également, j'ai parlé des conseils. Donc, il y a, par moment, dans certaines situations au boulot, ça peut être assez tendu, comme je l'ai dit, avec le manager ou d'autres situations. Donc, les aînés, en général, sont souvent passés par là. Donc, on peut recourir à eux pour avoir des solutions. Également, en termes d'information, bon, les statistiques prouvent que 75% des offres d'emploi ne passent pas toujours par les réseaux, par les sites de recherche d'emploi. Donc, moi, dans ma carrière, j'ai au moins été recommandé une fois pour un poste, voilà, par un responsable, un expert donc des ressources humaines. Et donc, à la suite de cela, on a gardé les contacts depuis donc 2013. Et il est arrivé que aujourd'hui, il travaille dans une situation un peu difficile. Du fait qu'il a perdu son boulot de DRH. Voilà, il avait des rapports quand même assez difficiles avec son DG et après, il a été licencié. Et donc, jusqu'à présent, on est en contact. Et moi aussi, en termes de support, j'essaie quand même de lui partager des offres d'emploi quand je peux et de lui apporter mon assistance. Donc, il est nécessaire d'avoir un réseau professionnel assez fort parce que, comme je l'ai dit, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et donc, en investissant dans le réseau professionnel aujourd'hui, ça peut être c'est un gage, une garantie pour demain. C'est comme, par exemple, c'est comme si je disais, bon, j'ai un salaire aujourd'hui, j'arrive à couvrir mes charges et donc, il n'est pas nécessaire d'épargner. Bon, qui vous dit que la source de votre source de revenus ne sera pas tarie un jour. Et donc, c'est pour ça qu'on a des comptes d'épargne. Et donc, pour qu'en cas de difficulté, on puisse aller prendre cette ressource-là. Donc, le réseau professionnel, c'est une sorte de compte d'épargne pour l'avenir. Et puis aussi, un aspect assez important, c'est en général, on passe à des personnes, quand on parle de réseau professionnel, on pense à des personnes qui sont plus expérimentées que nous ou qui ont des postes assez seniors parce qu'on se dit qu'ils pourront nous aider. Mais moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je préconise aussi un nivellement par le bas, c'est-à-dire souvent accompagné des cadets et autres, ou même des promotionnaires qui traversent une situation difficile, de sorte à ce que collectivement on puisse avancer. Et le fait d'aider un cadet, par exemple, s'il se trouve qu'on va à la tête avant lui, lui sera certainement encore en activité et il pourra, pourquoi pas, soit nous venir en aide, soit venir en aide à un de nos proches, etc. Donc, il faut vraiment voir le réseau comme une sorte de bouclier, entre guillemets, pour
pour des situations futures pour lesquelles on nécessiterait l'apport d'un professionnel qui peut nous aider à décanter la situation. Donc, c'est pas au moment où on est dans le besoin qu'il faut maintenant penser à réseauter, mais c'est bien en amont. C'est souvent des années bien en avant qu'il faut y penser. Voilà. Ok, merci pour cette précision. Si je comprends bien, il faut avoir un compte épargne solide. Si je dois résumer. Ok. Voilà. Je dis un compte réseau. Ouais, un compte épargne Ouais. où l'argent, c'est plus, je veux dire, les relations humaines. Voilà, voilà. Ok, d'accord. Je vous dirais, ces éléments-là, c'est vrai qu'on pourrait découvrir un certain nombre de choses aujourd'hui, mais dans toute chose, c'est dit, ben, est-ce que on ne bâtit pas tous des réseaux efficaces comme on l'entend? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a des contraintes, des réalités qui font que Ouais. c'est extrêmement difficile aujourd'hui de bâtir un réseau? Je veux dire, on est tous occupés, on court à gauche, à droite, le boulot et autres. On vit dans une société où on a l'impression qu'il n'y a plus de temps pour... Voilà. Est-ce que, en fait, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais quels sont les réels défis aujourd'hui qui peuvent se poser pour que... Voilà. Bon, les défis, ils sont de plusieurs ordres. Hein. Donc, tu as mentionné les défis liés au temps. Parfois, c'est un défi qui est lié au fait qu'on ne sache même pas par où commencer. Bon, il y a un défi aussi qui est lié au fait que, bon, on se dit, comment ta présente question, c'est de se dire que, bon, on est MIS, tout va bien, on a un boulot, on a un CDI, bon, on a des certifications, bon, on n'a pas besoin on a payé sur rue, donc on n'a pas besoin forcément de réseauter. Bon, le réseautage, il faut le dire que, bon, comme on le disait en entame, c'est pas, il n'est pas qu'appliqué au MIS et il ne résout pas que les problèmes informatiques. Un réseautage permet de résoudre quasiment tout type de problèmes, selon moi. Une anecdote, c'est qu'on avait, par exemple, dans le quartier ici, on avait un souci d'eau. Et j'ai un voisin, bien qu'étant français, il me demande est-ce que je connais pas quelqu'un à la SODECI. Et celui que j'ai appelé, c'était pas un MIS, mais c'était un gars qui avait fait IGE, un de nos promotionnaires, et qui est directeur régional de la SODECI. Donc, il a contacté son collègue à Bassam pour nous venir en aide assez rapidement. Et le problème a été résolu assez rapidement. Donc, le réseau professionnel, il ne sert pas uniquement à résoudre les problèmes liés à l'IT. Il peut permettre de résoudre plusieurs autres types de problèmes. Et les défis, bon, comme le stipule le thème de ce soir, hein, c'est comment tirer profit de son réseau, comment le faire grandir. Bon, dans les stades à venir, on proposera quelques tips. Il y a également la résistance de certaines personnes à vouloir nous intégrer ou à faire partie de notre réseau. Une fois qu'aussi le réseau est établi, comme on le dit, c'est des rapports humains, donc il peut arriver qu'il y ait des conflits. Donc, comment est-ce qu'on gère ces conflits-là? Il y a aussi le fait qu'une fois que le réseau est établi, comment est-ce qu'on arrive à le conserver? Parce que selon moi, un réseau, logiquement, quand on le construit, ça doit être un réseau pour la vie. Parce que, voilà, c'est rien de construire un réseau aujourd'hui et puis dans quelques années ou truc, il est totalement obsolète. Donc, il faut toujours veiller à ce que le réseau il puisse tenir. Parce que au moment où on a besoin du réseau, s'il se trouve que le réseau il n'existe plus, on n'a pas pu le conserver, voilà, ça peut être quand même assez dommageable, quoi. Donc, c'est quelques défis qu'on a. Bon, les avantages, on en a parlé suffisamment. Donc, je pense voilà, on peut avancer. Ok, bien avant d'avancer, Mhm, j'avais quand même une question là mhm, qui me titillait. Je mhm, pense qu'on est dans le cas de la MIS. mhm, Est-ce que, en termes de défis, en tant que MIS ou en tant mhm, qu'informaticien, on le dit, le fait que tu citais en entame des eaux fortes comme le SK, en tout cas de loin, ce qu'on voit puisqu'on n'est pas à l'intérieur, mhm, ou le NC, est-ce que le défi pour pouvoir construire ces réseaux professionnels, au-delà de l'aspect personnel, mais pour la MIS Association, c'est pas le fait qu'on est beaucoup informaticiens, on peut le dire techniciens, ou mhm, notre orientation est plus sur les aspects techniques. On cherche à être le dernier certifié, on cherche à faire une prouesse technologique, même dans les entreprises parfois, on est mhm, plus au charbon à pouvoir démontrer que
à pouvoir réseauter ou monter en termes de management et autres. Et ça, c'est plus ou moins pour l'association, même voilà, chacun est contraint plus ou moins par la technicité. Est-ce que ce n'est pas ça qui est un défi pour nous? Qu'est-ce que tu en dirais sur ça? Oui, effectivement, ça peut être, c'est un des défis majeurs, hein. Peut-être que c'est je sais pas, une déformation professionnelle, je sais pas s'il faut le dire comme ça, mais je pense que aussi il y a certaines associations d'informaticiens, peut-être dans d'autres pays autres qui fonctionnent super bien. Donc, c'est pas forcément le fait d'être informaticien qui cause ce problème-là. Bon, la MIS, bon, je ne vais pas revenir sur le passé, mais on a eu des problèmes, des périodes où il y a eu effectivement assez de conflits. Bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a un nouveau leadership qui essaie de, de faire avancer les choses. Effectivement, euh, quand je faisais peut-être, je fais par exemple ma formation en gestion des affaires, j'ai vu que les résultats étaient inscrits, par exemple, à chaque fois qu'on allait en Espagne, les résultats étaient inscrits à l'agenda. Donc, dans la semaine, on pourra avoir deux activités de résultats obligatoires où il y a un espace qui était loué, où on nous allait tous et on exigeait, par exemple, que des personnes de classes différentes puissent échanger. Donc, il y a peut-être aussi cet aspect-là. Donc, ce qui fait que les personnes qui sont peut-être orientées business, comme tu l'as dit, qui travaillent plus sur l'humain, sur les sciences, je sais pas s'il faut des sciences sociales ou quoi, ont peut-être cette appétence-là à aller vers l'autre, puis que nous qui sommes peut-être portés sur effectivement les certifications, qui travaillent sur la machine. Donc, peut-être que ça fait qu'on naturellement, on peut être moins attention au réseautage et autres. C'est plutôt la concurrence, parfois qu'on observe dans certains services ou dans certains milieux où c'est la course de certification où peut-être chacun veut prouver qu'il est mieux que l'autre. Alors que j'estime il y a quand même la place pour tout le monde. Et donc, justement, le fait d'inscrire ce thème-là à l'agenda des talks, ça prouve il y a matière à réfléchir et tout n'est pas forcément perdu. Je pense que si nous impliquons tous avec les tips qu'on va partager, on pourra, pourquoi pas, moi je rêve d'une MIS qui soit aussi efficace en termes de réseautage, à l'image donc des certaines écoles, enfin, certaines filières comme SK ou NC. Bon, après aussi, il faut, parce que c'est des écoles aussi qui sont quand même très, très anciennes et peut-être qui, depuis la base, ont bénéficié d'une certaine structuration, etc. Bon, c'est pas forcément le thème de ce soir, mais bon, j'ai réfléchi comme ça à voix haute pour dire que bon, il y a matière en tout cas à surmonter ce problème-là. Ok, en tout cas, merci pour cette précision. Et un dernier point avant d'aller en avant. Est-ce qu'un des défis, c'est pas le fait que, je dirais, il y a des personnes qui sont extraverties, c'est-à-dire vont naturellement, tu le mets dans un milieu, d'ici 2 jours, là, c'est le contraire de faire. Par contre, c'est pas naturel pour tout le monde. Est-ce que c'est pas peut-être ça qui fait un frein à la Oui, oui. construction des otages? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est totalement juste. Ça peut être un frein. Comme j'ai dit là, c'est peut-être qu'il y a des formations professionnelles. Là, du fait qu'on passe peut-être plus de temps derrière les écrans et on interagit plus avec les machines, pas trop avec les humains. Bon, bon, de par la fonction qu'on occupe en entreprise, bon, il peut arriver qu'on interagisse peut-être avec les décideurs ou pas. Mais je vais dire que bon, plus l'association aussi a des personnes qui sont plus orientées sur le développement des réseaux professionnels, qui arrivent donc à imposer un leadership et pourront entraîner voilà, les autres vers une association qui est beaucoup plus, qui a un réseau professionnel beaucoup plus important. Je pense que dans les associations qu'on dit être fortes, il y a des personnes aussi qui sont introverties, hein, donc c'est pas quelque chose de lié au MIS. Donc, voilà, c'est à nous de voir les méthodes pour que ces personnes se sentent à l'aise et qu'elles puissent aussi contribuer. Donc, je ne dis pas que tout le monde est forcément introverti. Donc, voilà, on peut Ok, pas dire que c'est forcément la seule raison. Mais effectivement, ça peut être une raison. d'accord. Merci en tout cas pour ces précisions. Et ok, on a compris tout ça et qu'il faut, tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a comme prérequis? Moi, aujourd'hui, j'ai compris la nécessité de pouvoir me construire un réseau. Je me rends compte que oui, c'est quelque chose d'assez important, Hum, mais je n'ai pas. Je veux commencer aujourd'hui, au mieux hum. tard que jamais. Quels sont les prérequis pour pouvoir me bâtir un bon réseau?
Mhm. Effectivement, il faut dire que je pense que le réseautage, on le fait tout le temps, hein. Il n'y a pas que ce soit en début de carrière, en milieu de carrière ou en fin de carrière, on peut toujours avoir besoin voilà, on a toujours besoin des réseaux professionnels parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura besoin effectivement du réseau. Bon, je pense que l'élément le plus important, c'est celui que tu as mentionné, c'est déjà la prise de conscience. D'accord? Moi, les personnes que je connais qui arrivent vraiment à réseauter, c'est les personnes qui ont la conviction que les réseaux, malgré leur position, le réseau est forcément plus important que soi. Donc, c'est le fait d'avoir cette conviction-là déjà. Ça, c'est le starting point. Donc, une fois qu'on a déjà, euh, voilà, on a déjà passé cette étape-là, on est convaincu que le réseau est forcément bénéfique si on arrive à mettre en place un réseau assez solide. Voilà, maintenant, on passera à une seconde étape qui est celle de se projeter, de se dire, OK, j'ai maintenant pris conscience du fait que le réseau soit beaucoup plus important que moi-même. Donc, quelle est ma vision du réseau? Voilà. Comment est-ce qu'on verrait le réseau MIS? Est-ce qu'on veut que ce soit aussi puissant que celui d'autres associations? Est-ce qu'on veut il reste au niveau qu'il est? Voilà. Donc, il faut arriver à avoir cette vision-là de, de, de notre propre réseau, que ce soit le réseau de la MIS ou son réseau personnel. Est-ce qu'on veut, par exemple, que notre réseau il soit constitué de tel DSI, de tel manager ou bien de tel ingénieur spécialiste en développement ou en quoi? Donc, il faut déjà avoir cette vision-là. Et aussi, je pense qu'un autre élément, c'est faut que chacun se donne une certaine mission. Par exemple, on peut se dire que, bon, moi, dans mon réseau, je veux embarquer au moins chaque année un cadet. Je veux pouvoir placer un cadet dans telle entreprise, etc. Donc, si collectivement nous pensons mission, et plutôt que donc de ce que le réseau professionnel peut nous apporter, je pense que le réseau professionnel s'en trouvera grandi. Une anecdote, il y a un de nos aînés qui a fini 20 ans avant nous. Bon, il a fait 10 ans d'expatriation. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire et qu'on s'est rencontrés, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il cherche maintenant à reconstituer son réseau bien qu'il avait une position déjà de directeur général. Je pense que tu te rappelles, j'avais organisé une rencontre avec lui, voilà, dans les années 2000, voilà, 2012, je pense, voilà, pour qu'il nous donne des conseils, justement. Voilà, donc, je pense qu'il a, les personnes que je connais, comme j'ai dit, qui arrivent à réseauter, elles prennent conscience de cela, elles se disent que c'est un levier stratégique de la carrière. Pas que ce soit des personnes mal formées ou qui n'ont pas confiance en elles, mais elles savent que on ne peut pas évoluer sans les autres et avec les autres, on est beaucoup plus fort. Et donc, une autre étape aussi, c'est l'auto-évaluation. Tout à l'heure, tu as parlé de personnes qui peuvent être timides ou autres. Bon, on est tous, je pense, hein, à des degrés divers. Selon qu'on est dans un cadre où on est en confiance, on peut prendre la parole, on peut s'exprimer. Donc, il faut faire son auto-évaluation de se dire que, bon, honnêtement, je sais que j'arrive pas trop à communiquer avec les gens. Hein. Bon, donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un plan pour pouvoir mieux communiquer d'abord ou je m'inscris voilà, dans des associations où on apprend à mieux communiquer. Je vais entrer dans des réseaux, mais je vois que les gens sont peut-être bilingues là-bas, donc j'apprends peut-être l'anglais. Je vais entrer dans des réseaux, des gens en instant de compétences, donc j'essaie d'acquérir ces compétences-là. Ensuite, j'intègre ces réseaux, etc. Donc, il faut faire son évaluation personnelle. Elle peut aussi avoir lieu à l'échelle de l'association. Hein, si on veut être une association à un niveau tant dans quelques années, et on fait une évaluation pour voir nos forces et nos faiblesses. Et en fonction de cela, on peut facilement se projeter. Voilà. Donc, je pense qu'il Django nous a. Et j'ai peut-être partagé en écran avec le slide. Instant. Ah oui, en fait, il avait un souci. Oui, d'électricité. Oui, peut-être qu'il est chargé. Partager mon écran. Je ne sais pas si mon écran est visible. Ouais, on voit ton écran, ouais. OK. Après. OK.
Voilà. Donc, je pense que c'est... mon cas est toujours visible, hein, la présentation. Ouais, c'est toujours visible. Ok. Donc là, on parlait de l'auto-évaluation. Donc, je dis qu'elle peut apparaître, elle peut se situer au niveau individuel comme au niveau de l'association. Je dis qu'on veut être une association qui soit forte voilà, à tel horizon et se donner les moyens d'y arriver. Les moyens matériels, humains et voilà, en termes de réseau également. Donc, il faut peut-être aussi travailler son influence parce que, bon, le réseau aussi, c'est un rapport d'influence, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à impacter l'autre, comment est-ce qu'on arrive à profiter aussi aux autres. Comme je dis, le réseau, c'est pas uniquement venir et retirer quelque chose, il faut aussi donner aussi quelque chose au réseau, de sorte à ce qu'il puisse voilà, être durable. Donc, il faut aussi une préparation, un peu comme on est en train de le faire ce soir. Donc, c'est de se donner des tips, de partager donc des éléments qui pourraient nous permettre d'avoir un réseau plus fort. Donc, vu que Django n'est pas là, on va continuer les autres slides. Donc, en termes de stratégie de réseautage, bon, on a identifié quelques étapes. Hein. Donc, une des étapes, c'est de se fixer des objectifs assez de façon smart, comme on l'a dit. Il faut que ce soit vraiment des objectifs spécifiques. On peut se dire, par exemple, qu'on veut avoir un réseau de X nombre de personnes et être capable d'organiser tel nombre d'activités par année. Donc, avec tel moyen. Donc, on suit des objectifs. Et ensuite, il faut aussi de la visibilité. Donc, comme je le disais un peu plus haut, c'est que j'ai pas été toujours forcément responsable dans l'entreprise, donc j'ai fait quand même pas mal d'entretiens, j'ai quand même contacté j'ai été en contact avec pas mal de responsables des ressources humaines, donc ce qui a fait que j'ai su cet aspect-là également accru mon réseau en termes de personnes des ressources humaines. Et une fois qu'on est face à un potentiel réseau professionnel, une personne qu'on veut peut-être intégrer dans son réseau, ça peut être lors d'une conférence et autres, ça peut être le speaker de la conférence. Après, il faut pouvoir préparer un narratif pour, si on veut vraiment intégrer cette personne dans notre réseau, il faut par exemple aborder la personne sur les points de sa conférence, qu'est-ce qui a marqué, qu'est-ce qui n'a pas marqué, poser des questions. Et à la suite de cela, avoir ce lien-là, on peut peut-être échanger des contacts et ensuite faire un suivi, voilà, à travers peut-être des messages sur WhatsApp pour dire que voilà, on s'est vu dans tel événement, on a parlé de telle problématique pour que cette personne automatiquement puisse se connecter. Et ensuite, il faut toujours maintenant passer à l'étape suivante qui est celle de la conversion où la personne effectivement ou l'association effectivement pourra faire partie de notre réseau. Voilà, donc en créant des points de rencontre, en créant des activités, etc., qui puissent nous permettre donc de convertir, si on peut dire, cette personne à notre réseau. Et une fois que cette personne a fait notre réseau, vu que le réseau, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui s'étend sur le long terme, il faut aussi penser à sa pérennité. Donc, c'est pas dire aujourd'hui, telle personne est dans mon réseau et bon, uniquement je veux cette personne ou ce groupe de personnes juste pour demander quelque chose, mais aussi il faut penser aussi à donner quelque chose, à apporter quelque chose aussi, à se rendre indispensable en quelque sorte pour cette cette personne ou ce réseau-là. Donc, comme j'ai dit, le réseau il est censé être sur le long terme. Donc, voilà, en ayant ça aussi à l'esprit, on peut travailler de sorte à ce que le réseau soit toujours pérenne et il s'agrandisse en fait au fil du temps. Ok, en tout cas, merci. Okay. Oui, merci bien. Donc, tu peux continuer le partage si tu veux. Voilà. Comme Okay. on n'est pas toujours les réalités de la CIE. Voilà, ok. Donc, tu peux continuer le partage. Désolé pour ce contretemps. Avec tout ce que tu viens d'expliquer là, est-ce que je voulais savoir si je veux parler en termes de clés, comme dans tout domaine, il y a des catalyseurs, des éléments qui permettent d'accélérer. On a bien compris le fil conducteur de ce que tu viens d'expliquer sur ce slide et autres. Quelles sont les clés pour pouvoir réussir ce networking? Je dirais des accélérateurs qu'il faut. Ok.
D'accord, merci pour la question, Django. Donc, les clés, hein, bon, il peut y en avoir de plusieurs types. Hein. Donc, bon, on a essayé d'énumérer quelques clés qui, à notre sens, pourraient permettre d'avoir un résultat assez réussi. Donc, l'une des clés, c'est, comme j'ai dit, c'est de se rendre visible aussi. C'est de se rendre visible voilà, des groupes qu'on veut, des réseaux qu'on veut intégrer. Par exemple, comme j'ai dit, le réseau, par exemple, de Toastmaster qui aide au leadership. Il y a plusieurs clubs qui existent, hein, ils sont à travers le monde, dans tous les pays, dans beaucoup de grandes villes. Donc, en m'inscrivant par exemple dans ce club-là, automatiquement, j'ai des obligations donc de cotisation, j'ai également des devoirs qui me sont assignés. Et donc, ces devoirs-là me permettent aussi voilà, d'atteindre un certain nombre d'objectifs, et également de collaborer avec des professionnels, des personnes qui veulent aussi affirmer leur leadership pour leur capacité de communication. Et c'est des personnes, des professionnels aussi de divers milieux. Il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, etc. Il y a des particuliers, il y a voilà. Donc, il y a tout type de personnes. Donc, il faut pas hésiter à aller vers les réseaux qu'on veut pouvoir intégrer. Et comme j'ai dit, il faut aussi de l'empathie et du partage. Donc, l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres. J'ai dit que, bon, si Django aujourd'hui je sais pas, mais si Django fait face à une situation difficile, donc je mets à la place de Django pour essayer de comprendre ce qu'il vit et lui apporter le réconfort. Donc, la base du réseau professionnel, comme on l'a dit, c'est le rapport de personnes. Et donc, en ayant de l'empathie, en partageant aussi avec les personnes de son réseau, ça crée des liens et ça renforce donc le réseau. Il faut aussi avoir, comme j'ai dit, une histoire à partager. En tant que MIS, bon, soit de la même promo ou de d'autres promos, on a une histoire quand même commune, passé pour la majorité par les classes prépa, ensuite physique ingénieur. Donc, on a des marqueurs comme ça temporels on peut discuter, donc on se voit, voilà, on a des souvenirs. Et donc, tout ça, c'est des choses qui aussi, qui renforcent le réseau. Il faut privilégier la qualité au détriment de la quantité. Par exemple, je suis sûr que quand on regarde nos réseaux sociaux, par exemple LinkedIn et autres, on a peut-être à 1000 et des milliers de personnes. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que ces personnes font effectivement partie de notre réseau professionnel assez proche. Parce que on a même des personnes qui, lorsqu'on leur dit bonjour, elles ne répondent jamais. Donc ça, voilà, il faut privilégier les réseaux qui existent déjà, travailler à les rendre de meilleure qualité. Et aussi, quand je parle de qualité, c'est pas de cibler forcément des C-level, des DG ou voilà, des directeurs, des PDG, etc. On a un fort réseau. Ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est que ces personnes-là aussi, en nous intégrant dans leur réseau, elles aussi attendent quelque chose de nous. Donc, si elles se rendent compte que la relation du réseautage fonctionne à un seul sens, bon, il va sentir que le réseau ne tiendra peut-être pas forcément. Parce que, comme j'ai dit, le réseau professionnel, c'est un échange. Les rapports humains, c'est des rapports de donner et de recevoir. Donc, il faut aussi avoir ça à l'esprit. On a parlé aussi de constance et puis de patience. Donc, il faut prendre le temps c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la technologie, tout avance plus vite. Mais dans le cas des réseaux professionnels, comme je dis, c'est rapport humain et il faut prendre le temps voilà, d'agrandir cette relation qui existe là. Donc, une anecdote, par exemple, d'un aîné qui m'a raconté une fois qu'il avait été mis en contact avec une personne et dans les premières semaines, il s'est senti, enfin, il était bombardé de messages, de vidéos, etc. de cette personne-là. Bon, et donc, il s'est senti, en quelque sorte, je dis, poussé dans un délai de franchement, il n'avait peut-être pas trop intimidé pour quelqu'un qui vient de rencontrer il y a à peine quelques semaines. Donc, il a bloqué cette personne-là et automatiquement, voilà, elle fait la plus partie de son réseau. Donc, il faut aussi prendre le temps d'établir de bons rapports avec la personne. Et comme on l'a dit, sur la base de la sincérité, parce que l'opportunisme aussi, il se détecte assez rapidement. Il faut aller sincèrement vers la personne. Si on a besoin de support d'une personne qu'on veut intégrer dans notre réseau, qui est dans notre réseau, il faut le dire très sincèrement. Et aussi, penser aussi à comment est-ce qu'on peut contribuer à atteindre voilà, en retour, aussi à aider cette personne-là quand elle est dans le besoin ou ne serait-ce que maintenir ce rapport social-là qui sera assez fort. Voilà. Et donc, Django, je passe, on passe à la prochaine slide en même temps. Oui, merci pour ces précisions. En tout cas, j'avais une question. Si je parlais de données,
Est-ce qu'aujourd'hui, un des freins, c'est vrai qu'on a déjà évoqué, mais c'est pas parce qu'on est dans une société où il y a trop de sollicitations, c'est-à-dire on est partout. Quand on donne un contact, je ne dirais pas tout le temps donné, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans les associations, des organisations, on cotise partout, on donne l'argent ici, village, école, église ou mosquée ou quoi. Est-ce que c'est pas ça qui fait que finalement, voilà. C'est vrai que tu as parlé de donner, mais c'est pas donner là aussi, c'est pas un frein. Oui, oui, ça peut être effectivement un frein, effectivement. Parce que on a une situation que bon, les, les, les frais pour adhérer sont peut-être à hauteur de 100 000. Bon, quand on a 10 associations comme ça, bon, ça commence à devenir un peu pesant, effectivement. Mais quand je parle de partage, c'est pas uniquement en termes matériels. Oui. Donc, quand je parle de partager, ça peut être, par exemple, simplement un appel. Donc, je vais dire les appels aujourd'hui, pas trop cher, ça peut être un appel sur WhatsApp. On va s'enquérir de la situation de la personne, comment est-ce qu'elle va, comment est-ce que la famille se porte, etc. Ou bien on apprend, par exemple, si cette personne traverse une situation heureuse ou pas, bon, on peut venir en aide enfin, on peut apporter notre contribution là, à cette personne-là. Donc, dans le sens de partage, c'est un peu ça. C'est pas uniquement Ok. voilà, Ok. forcément en termes de matériel. D'accord. Donc, oui, on peut continuer. Ok, donc, bon, dans la pratique, hein, on a essayé de relever quelques éléments aussi, de développer un réseau professionnel assez fort. Donc, je pense, il faut se bâtir une bonne réputation. Donc, de façon personnelle. Bon, quand je parle de réputation, ça peut être autant sur le plan des valeurs morales, éthiques et autres, mais ça peut être aussi sur le plan des techniques. Bon, on sait que Django, par exemple, c'est un expert en data et en BI. Donc, au fil du temps, il a prouvé cela. Donc, une fois qu'on me demande, par exemple, un expert dans ce domaine-là, chaque Django, je peux le recommander en fermant les yeux. Bon, j'ai personnellement recruté un informaticien qui n'était pas Maïs dans le temps. Et après, il y a un autre Maïs de la promo qui cherchait une personne de son profil. Mais vu que j'avais déjà travaillé avec lui, bon, je l'ai recommandé. Et il s'est trouvé que bon, les rapports se passent très bien avec cette personne-là. Donc, il faut se bâtir une réputation. Un autre aspect, c'est le fait d'être positif, je pense. Comme on le disait, on s'entoure de personnes tout le monde aime avoir des personnes positives qui nous aident à avancer. Et ça, c'est un aspect que j'ai observé aussi, c'est des personnes qui arrivent à développer leur réseau. Donc, c'est des personnes qui, lorsque vous les abordez, soit vous êtes, même si vous n'êtes pas trop content, vous serez, après votre rencontre, vous sortez confiant, lorsque vous avez une situation que vous voulez expliquer, vous apporte des solutions. Voilà, c'est des personnes qui voient le verre à moitié plein, en tout cas à moitié vide. Donc, il faut, si c'est dans une situation où on ne positionne pas trop, c'est un aspect sur lequel aussi on peut travailler. Je pense que tout peut se travailler pourvu qu'on est conscient de cela et qu'on se donne les moyens d'avancer. La discrétion aussi, comme je dis, il faut faire partie aussi des aspects du réseautage. Donc, comme je dis, c'est des rapports humains. Et donc, si j'ai dit une information à Django que je veux être discrète, bon, après, quand cette information-là se retrouve sur la place publique ou autre, comme on le voit très souvent aujourd'hui, donc ça peut être un gros frein à la confiance. Et parfois, pour des personnes, lorsque la confiance est perdue, c'est quasiment difficile de la retrouver. Il faut également avoir un mentor, si c'est possible. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier de conseils d'un de nos aînés très tôt, depuis ma carrière. Voilà, et donc, cela m'a beaucoup aidé. Jusqu'à présent, on a de très bons rapports. Et donc, si possible, il faut aussi avoir quelqu'un qui puisse nous aider aussi dans le réseautage. Bon, à l'échelle de la MIS, on pourrait aussi, pourquoi pas, essayer de calquer aussi des choses qui se font dans d'autres associations qu'on estime être les success stories, pourquoi pas, pour le bien de l'association. Et il faut également donner un feedback. Lorsqu'on nous recommande sur un poste ou autre chose, une opportunité d'affaires, peu importe l'issue, qu'elle soit bonne ou pas, il faut qu'on puisse faire un retour. Moi, j'ai été confronté à cette situation-là où j'ai recommandé un maïs à 2 reprises et il avait été retenu après. Et c'est quand je l'ai contacté pour la deuxième fois qu'il m'a dit qu'il avait été retenu de l'autre côté, mais que bon, les conditions n'étaient pas trop bonnes. Bon, j'estimais quand même que c'était quelque chose d'assez gauche. Donc, c'est des petites choses souvent sur lesquelles il faut travailler. Il faut faire des feedbacks
aux personnes de notre réseau quand on a des opportunités, quand elles pensent à nous solutionner des problèmes. Quand c'est réglé, il faut toujours faire le feedback là. Cela permet aussi de garantir que ce réseau-là puisse être fonctionnel une fois que la tempête est passée. Donc voilà, Django, en quelques mots, quelques tips en fait. Ok. Merci bien. Comme le temps court, le temps est contre nous. On veut pouvoir aborder quelques bonnes pratiques. C'est comme je pense que tu as déjà plus ou moins abordé dans le fil de tes explications, hein, comme toute chose. Il y a des choses à éviter. Un peu un exemple que je viens de donner. Ça veut dire qu'il y a des marqueurs où quand une personne fait telle chose, ça détruit le réseau. Pour reconstruire, c'est un peu difficile. Donc, qu'est-ce que les choses à éviter? Et voilà, principalement. Mmh. Mmh. Ouais, effectivement, bon, les choses à faire, bon, on en a parlé un peu quand même en amont. Et donc, le réseau, comme je l'ai dit, il faut le voir un peu ce qu'on dit en garbage in, garbage out. Donc, c'est ce qu'on donne le réseau, qu'on en tire. Bon. Quand j'attends, ce qu'on donne le réseau, ça peut être, par exemple, de la proximité d'une personne. Donc, plus on est proche d'une personne dans notre réseau professionnel, qu'on se soucie d'elle, qu'on prend de ses nouvelles, qu'on est au fait de sa situation, cette personne-là est plus apte à nous aider quand on est dans le besoin. Donc, les choses à éviter, c'est la précipitation, comme je l'ai dit. Bon, j'avais donné un exemple d'une personne qui avait été connectée avec une autre et au fil de seulement après quelques jours, quelques semaines, voilà, cette personne-là s'est trouvée spammée de plein d'informations. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ça, il faut l'éviter. Il y a cette une ambiguïté stratégique qu'il faut avoir aussi. C'est dit qu'il faut toujours garder un peu de soi aussi pour ces réseaux. Il ne faut pas entièrement forcément se dévoiler. Donc, au fil du temps, on peut, voilà, que le cas de réseau nous découvre au fil du temps, c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes. Bon, le fait aussi d'être toujours en train de demander, de recevoir du réseau, bon, à la fin, le réseau peut se lasser. Il faut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on peut contribuer au réseau. Il y avait par exemple une anecdote, je travaillais dans une structure avant où notre directrice de programme avait été remerciée. Bon, une décision qu'on avait trouvée injuste parce qu'il y avait des raisons politiques derrière. Mais on a continué de maintenir le contact avec elle. On a continué de maintenir le contact avec elle. Et lorsque, par exemple, quelques années plus tard, j'avais besoin de personnes pour me recommander pour une formation, cette personne a vu qu'on avait déjà gardé les contacts. Elle m'a recommandé de façon spontanée, voilà, ce qui m'a permis de suivre une formation. En termes de réseaux aussi, il faut, comme je dis, éviter les raccourcis. Bon, si Django me présente à une personne aujourd'hui, il ne faut pas que forcément je passe dans le dos de Django pour essayer d'écarter Django. Il faut faire les choses dans les bonnes règles parce que cette personne a certainement de très bons rapports avec Django et elle fera un feedback à Django de comment est-ce que la situation, la relation professionnelle évolue. Donc, il faut éviter les raccourcis, il faut prendre le temps de nourrir la relation. Également, les collègues ne sont pas toujours dans le réseau professionnel. Donc, parfois, vu qu'on partage les mêmes réalités avec les collègues, on a tendance à les intégrer automatiquement dans notre réseau. Bon, l'entreprise, c'est souvent un milieu où il y a beaucoup de compétition, de jalousie. Donc, lorsque souvent certains collègues en savent un peu trop, ça peut se retourner contre nous. J'ai un ancien collègue, un de nos aînés, 2004, qui a fait une énergétique, qui s'est trouvé dans la situation où il organisait des after-work. Il était directeur d'opération d'une structure dans laquelle je travaille. Donc, il organisait des after-work les vendredis. Il était très, très généreux avec tout le monde. Mais malheureusement, de par sa position, il avait beaucoup d'avantages. Et donc, cela créait des abus dans l'entreprise jusqu'à ce qu'il soit licencié de façon abusive. Et lors du procès, puisqu'il a porté plainte contre l'entreprise, lors du procès, il s'est rendu compte que les personnes sont allées dire que sa maison était trop grosse pour son revenu. Voilà. Et les mêmes personnes avec lesquelles il faisait des after-work. Donc, je mettrais un point d'orgue à cela. Donc, c'est de faire souvent attention entre réseau professionnel et collègues. Et aussi dans le réseau, il faut mettre de côté l'ego. Parce que les personnes moi, je connais qui arrivent à résister parfaitement, c'est les personnes qui mettent en tout cas de côté leur ego. Voilà. Donc, c'est pas de se dire que bon, je suis le maïs, j'arrive dans la société ou que j'arrive dans tel milieu, voilà, dans la grosse tête et tout.
alors que souvent, il y a des personnes bien plus anciennes que nous qui sont dans l'association ou bien dans le milieu. Et à la fin, quand on a des faux pas, voilà, ça peut avoir un impact négatif sur notre réseautage. Donc, voilà, Django, quelques bonnes pratiques qu'on voulait partager. Ok, en tout cas, merci pour cette précision. Je pense que tu as présenté des éléments clés qui font obstacle au réseau. Si on doit, dans la fin, on va laisser la phase des questions, si on doit retenir, que ce soit pour la MAIS, pour tous ceux qui sont là, s'il y a quelque chose à retenir, qu'est-ce qu'on doit emporter ce soir? D'accord. Donc, les takeaways, à mon avis, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que le réseau professionnel, c'est avant tout une relation c'est des relations humaines. Donc, le socle de la relation professionnelle, au-delà de certains aspects voilà, professionnels, c'est d'abord une relation entre personnes. Donc, c'est déjà ça le socle. Donc, il faut déjà travailler sur ça. Il faut se dire aussi il faut avoir aussi conscience. Sinon, c'est servir du réseau comme un levier stratégique qui nous permettra de soit avancer dans notre carrière, soit avoir des conseils, soit éviter certaines situations. Et il faut se dire aussi que le réseau aussi répond à une certaine démarche. Donc, il faut essayer de suivre une certaine démarche pour pouvoir donc arriver à ses fins. Et surtout, c'est de dire aussi que le réseau, c'est quelque chose qui est censé donc s'établir sur toute la vie. Voilà. Donc, pensez aussi au fait que le réseau s'alimente aussi de nos contributions. C'est pas toujours ce qu'on retire du réseau, mais ce qu'on donne aussi permet donc de consolider les réseaux. Je vais terminer peut-être par quelques citations qui sont là de Portugal qui dit que la valeur réelle de chacun, c'est son réseau. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire si on est face à une situation, notre réseau doit nous permettre de décanter tout type de situation. Donc, si on est incapable dans notre réseau, par exemple, de gérer une situation, ça prouve qu'on a encore des choses à faire en termes de réseau. Robert Kiyosaki qui dit que les riches construisent un réseau, les autres cherchent du travail. Donc, bon, ça, on le sait, hein, la machine qui dit que l'argent appelle l'argent. Donc, il faut aussi penser à résulter parce que le résultat également peut nous permettre de résoudre des situations que l'argent ne résout pas toujours. Donc, ça aussi, c'est à relativiser. Donc, Kate Ferrazzi dit que la vraie monnaie networking n'est pas l'égoïsme, mais la générosité. Bon, ça, on l'a dit plusieurs fois. Donc, le réseau, il faut voir ce qu'on peut en tirer, mais également ce qu'on peut apporter comme contribution pour faire avancer le réseau. Et une citation anonyme qui dit que le succès n'est pas juste de ce qu'on sait, mais n'est pas toujours, c'est pas de tout de ce qu'on sait, mais de qui nous connaissons en fait. Donc, c'est pour ça que les mailles ont la tête bien pleine, mais aussi les résultats nous permettent parfois de passer à une autre étape de notre carrière ou de faire grandir en fait l'association. Et une règle en termes de résultats, c'est qu'on dit d'arrêter la règle des 7 P. C'est que chacun d'entre nous ici doit être capable de toucher tout individu dans le monde en touchant un maximum 7 personnes. C'est-à-dire que si Django aujourd'hui veut contacter le président américain, il doit pouvoir y arriver de par la force de son réseau en contactant des personnes. Donc, Django, je te laisse sur ça. Réfléchir à comment est-ce que ton réseau peut-être te permet d'accéder au président américain. Donc, c'est ça que je voulais terminer. Et puis, bon, s'il y a des contributions, des questions, on peut. Ok, c'est pas si vous m'entendez. En tout cas, merci bien. Bon, comme tu l'as précisé, j'ai touché le président Trump, donc je sais que le premier contact, c'est Gabi, qui connaît le vice-président JDS. Non, je ne connais pas. Ok, donc on va passer à la phase des questions. Et bon, il y a déjà une question que je m'attelais à afficher. Ok, la question dit. Je ne sais pas si tu as la question de
comment aborder une personne qu'on souhaite avoir de son réseau et lui présenter directement ce qu'on pourrait lui apporter. Je ne sais pas si j'ai bien perçu la question. Oui, oui. Donc, comment aborder une personne? Je veux dire un peu le premier contact, c'est-à-dire on peut construire un réseau et tout ça, mais une des difficultés, c'est je ne sais pas sur quel pied pour aborder la personne. Parfois, c'est ça. Hein. Même quand on est dans une réunion ou à une sortie ou à un after work, ce n'est pas toujours évident d'aborder la personne. Quelle approche faut adopter? D'accord. Donc, je pense que l'approche, hein, elle dépend du cas qu'on a. Hein. Ça peut être si c'est dans le cadre, par exemple, d'une présentation pour un événement, comme j'ai dit, par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, ça peut être au cours d'une conférence. Donc, pour aborder cette personne, on peut, par exemple, relever d'abord se présenter à la personne, dire qu'on a beaucoup apprécié sa conférence. Par contre, chercher à avoir des explications sur tel aspect de la conférence pour que la personne sache, comme j'ai dit, en termes de réseautage, c'est essayer d'intéresser l'autre. Donc, de lui dire, par exemple, que bon, on a aimé tel aspect de la conférence. Par contre, est-ce que on aimerait avoir des éclaircissements sur tel aspect? Que la personne, par exemple, sache qu'on est assez, on a pris une part active donc à la conférence. Dans un autre registre, donc, en général, les personnes ne sont pas aussi fermées qu'on le croit. Hein, donc, voilà, je ne dis pas qu'il y a des recettes magiques. Il faut aller vers la personne, se présenter comme on est. Voilà, expliquer directement sa problématique. Si on est en quête d'emploi, il ne faut pas peut-être forcément dans un premier cas venir dire à la personne, ok, monsieur, bon, si c'est je sais pas, un DG ou un ministre de monsieur, voilà, parce qu'il a beaucoup de sollicitations ici et en retour, il aimerait bien établir ce point de contact pour savoir pourquoi est-ce que il devrait vous embaucher. Je pense que la question qu'il faudrait souvent se poser, c'est pourquoi est-ce que telle personne devrait me contacter ou bien devrait m'avoir dans son réseau. Donc, qu'est-ce que j'apporte à la personne? C'est un peu, j'ai envie de dire un peu de truc, mais les réseaux aussi, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Donc, il faut, si tu es dans un cas d'un recrutement, on peut déjà établir un premier contact, parler de notre profil, de dire par exemple ce qu'on sait de l'entreprise, quelle entreprise nous plaît, etc., etc. Et dans un second temps, avoir un premier contact et ne pas vouloir tout de suite en même temps que la personne fasse partie de notre réseau. Donc, c'est une relation qui peut s'établir sur le long terme. Il faut se sortir des mythes, hein, qui est que par exemple, voilà, un tel DG ou bien telle personne peut voilà, si je l'ai dans mon réseau, tous mes problèmes sont résolus. Non, ça peut être un mythe en fait. Parfois, on a des personnes seniors, des C-level qu'on veut avoir dans notre réseau, mais en termes de contribution, elles nous apportent pas forcément grand chose parce qu'elles n'ont pas le temps ou bien parce qu'elles n'ont pas d'intérêt à nous consacrer. Parce que, comme on le disait, l'histoire derrière n'est pas vraiment quelque chose qui donne qui motive la personne à vouloir nous aider. Donc, il faut se présenter comme on est, avoir un premier contact, avoir un contact annuel si possible. Et derrière, on pourra faire un suivi avec la personne plus tard pour exposer notre préoccupation. Ok, je pense l'autre pan de la question, c'est comment savoir les éventuels besoins de cette personne. Je pense que tu l'as abordé. Hein. Il faut pouvoir que la personne se sente intéressée, que ce ne soit pas juste superficiel, mais comment est-ce que savoir les éventuels besoins de cette personne auxquels on pourrait répondre ou contribuer à répondre. Oui. Si par exemple on est dans une présentation, bon, une fois on a entendu une présentation d'une application par un prestataire, donc voilà, le PDG de la boîte était là, donc quand on échange avec lui, on s'est dit bon, il faut aussi faire preuve de stratégie, hein, peut-être de se dire que ok, on a vu la présentation, on pourrait éventuellement avoir besoin de cette solution-là dans notre entreprise, voilà la solution qu'on utilise dans l'entreprise. Et donc, on aimerait garder le contact de la personne pour éventuellement une démo en interne plus tard. Et si le besoin peut-être se fait ressentir de changer, par exemple, d'application. Voilà. Donc, il faut toujours arriver. Je veux dire, il n'y a pas
forcément en fonction du cas qu'on a, c'est de réfléchir à comment est-ce que, ok, si c'est un vendeur de logiciels, il faut peut-être se positionner comme un client. Si c'est un recruteur dans tel domaine spécifique, il faut pourquoi pas, si c'est des profils IT par exemple, bon, on pourrait en proposer au sein de la MIS. Voilà, donc en fonction du cas qu'on a, voilà, on pourrait avoir une approche. Ou bien, voilà. Ok. Je pense qu'il y a une main qui est levée. C'est vrai que j'ai du mal à voir la C'est Léon, je pense. C'est Léon. Poser la question. Ok, Léon. Ok, merci David. Alors, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Merci beaucoup David pour ton intervention. Vraiment, je suis scotché. Merci beaucoup Django également. Moi, j'ai juste une question et puis je laisse la place. S'il n'y a pas d'autres questions, après je vais revenir. Ici, ma question c'est, ici, dans notre contexte un peu africain ou un peu ivoirien, on a vraiment l'habitude de, comment on appelle ça même, de rendre service ou bien de demander des services gratuits un peu à tout le monde. Et quand tu veux bâtir un peu un réseau solide et que tu connais beaucoup de personnes, en même temps, ça commence à te faire aussi beaucoup de sollicitations, beaucoup de services à rendre un peu à tout le monde. Comment on peut essayer de gérer ça afin d'éviter que, voilà, les autres ne deviennent plus voir un fardeau que quelque chose qui est censé propulser un peu vers l'avant. Oui, effectivement, c'est une réalité hein, qui est liée à à notre culture et autres. Effectivement, moi, je pense qu'il faut être quand même réaliste. Hein. On peut pas toujours aider tout le monde. Parfois, certaines personnes même disent que bon, vous avez tel poste dans telle structure, alors vous pouvez embaucher tout le monde. Non, je pense il faut être réaliste. Hein. On peut pas forcément aider tout le monde, mais un exemple, quelqu'un peut vous dire par exemple, ok, Léon, aujourd'hui tu travailles chez Orange. Bon, il y a mon fils là qui a fait informatique. Est-ce que tu peux voir, tu peux l'intégrer à Orange? Bon, tu peux. Une réponse pourrait être, OK, tu aides la personne à faire son CV correctement, tu prends le CV et puis tu peux peut-être voilà, le recommander dans une autre boîte, autre que celle dans laquelle tu travailles, par exemple. Et aussi, je pense ça fait partie de la gestion des attentes des gens. Donc, si aujourd'hui on apprend que Léon a été nommé ministre, tu verras que voilà, ton inbox sera rempli, tout le monde va venir vers toi. Donc, il faut aussi certes aider, mais il faut aussi peut-être garder aussi cette réserve-là. Il arrive que parfois, effectivement, quand on est trop ouvert avec des gens, ça donne lieu à beaucoup de choses et puis à la fin, on n'arrive plus à contrôler. Bon, souvent, on n'est pas toujours sûr des personnes qui viennent vers nous pour qu'elles sont de bonnes intentions. C'est pour ça que je disais que le réseau aussi, il faut l'établir sur le long terme. Donc, c'est au fil des tests de savoir est-ce que effectivement cette personne-là, je peux vraiment l'intégrer dans mon réseau ou pas. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Donc, c'est toujours bien d'aider, mais dans la mesure du possible. Si on ne peut pas aider directement, on peut soit recommander la personne vers une autre personne qui pourrait répondre à son besoin. Voilà. Souvent, le besoin n'est pas toujours bien exprimé, donc on peut aider la personne à bien exprimer. Peut-être que c'est le CV qui n'est pas bien fait si c'est le cas d'une demande d'emploi ou bien ou toute autre chose. Voilà. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut être réaliste, il faut aider dans la mesure du possible. Et l'aide, comme je dis, elle n'est pas forcément matérielle ou souvent c'est des conseils simplement que les gens veulent avoir. Peut-être quelqu'un il fait des entretiens ou bien il essaie de parler de certification mais il n'arrive pas. Donc, de par ton expérience, tu peux le guider peut-être soit tu as une source de documentation ou l'aider à mieux préparer son entretien. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, ne pas hésiter à tendre la main aux autres parce que, comme j'ai dit, on ne sait jamais. Voilà. On peut négliger aujourd'hui un stagiaire et après, quand on a la retraite, celui qui devient DG et notre fils en train de chercher du boulot, on va tomber sur lui. Bon, on l'a repoussé de façon très méchante il y a 10-15 ans et aujourd'hui, on a le besoin, bon, on se trouve à gratter la tête. Donc, voilà, je pense qu'il faut aider tout le monde dans la mesure du possible. Et même quand on ne peut pas l'aider, au moins avoir la courtoisie de répondre de façon de façon au moins affable. Moi, je connais des personnes qui sont très, très busy, qui sont voilà, des C-level, mais
qui prennent le temps de répondre à tous les messages. Voilà, ça peut être avec des jours de décalage, mais au moins, ils prennent au moins le temps de répondre aux messages. Donc, ça aussi, c'est important, la considération qu'on apporte à l'autre, quoi. Ok, j'ai une question. Entre-temps, je vais dire, un des besoins pour ce talk-là, c'est un peu, on relance l'association MIS. Qu'est-ce que tu penses, je vais dire, au travers d'une synthèse, hein, pas trop long et à l'âge, en quoi est-ce que ça pourrait nous aider à mieux bâtir une association forte au vu de tout ce qui a été déroulé ce soir? Ok, merci Django. Effectivement, on a abordé pas mal d'aspects hein, du réseautage, mais pour le ramener à la MIS, je pense que en termes de réseau, en termes de nombre d'adhérents, d'ingénieurs informatiques, on a un bon vivier. Donc, en termes de stratégie, comme je le disais là, ce sera à nous de définir ce qu'on veut que la MIS devienne. Et je donne les moyens de nos ambitions, à travers notamment les cotisations. Comme j'ai dit aussi là, les résultats aussi, c'est au-delà des aspects virtuels, c'est des rencontres aussi. C'est des rencontres, c'est des échanges pratiques, c'est des rapports humains. Et donc, c'est à nous aussi de nous donner les moyens d'organiser des événements où les mailles se rencontrent, où on échange librement. Et il y a un certain nombre de barrières aussi qu'il faut pouvoir lever. Donc, je dis que dans ces organisations, peut-être, il y a je sais pas si c'est un complexe ou quoi, mais les gens arrivent à s'exprimer, librement. Moi, j'étais surpris, par exemple, lorsque j'ai fait ma formation d'échange avec des personnes d'autres continents, d'autres pays, mais on ne se connaissait pas, mais qui, en quelques jours, simplement de collaboration, voilà, qui étaient ouvertes, qui me parlaient de quasiment tout. Et donc, c'est des choses qu'il faut peut-être qu'on essaie d'établir aussi, bon, en fonction de notre réalité. Mais il faut qu'on se définisse des objectifs, qu'on se donne des moyens pour y arriver. Dans les différents stages qu'on a vus précédemment, on a vu un certain nombre de clés, voilà, qu'il nous faudrait peut-être mettre en place, avoir des cadres de réflexion pour voir comment est-ce qu'on met en œuvre de façon pratique. Donc, je pense que en termes de réseautage, il y a beaucoup de choses encore qu'on peut faire pour la MIS. C'est par exemple de voir quelqu'un qui vient sur le groupe dit il enquête de telle information, bon, sans que cela peut-être ne donne lieu peut-être à d'autres commentaires et voilà. Donc, il y a un certain d'aspects qu'il faut qu'on regarde ensemble pour que vraiment la situation soit en termes de réseau, puisse vraiment avoir un retour sur puisse être bénéfique en tout cas à tout le monde. Il faut clairement qu'on dise ce qu'on attend aussi de chaque membre. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on attend de chaque membre, qu'on regarde aussi les moyens dont on dispose, et puis qu'on ait un plan stratégique qui soit vraiment bien élaboré, et que on l'a dit, on peut avoir un réseau professionnel fort tant que chacun n'est pas vraiment convaincu du bien fondé du réseau. Ça part déjà de là. Et ensuite, on peut décliner ça de façon granulaire au niveau de chaque membre de l'association. Voilà. Ok, en tout cas, merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je fais ma deuxième question. Est-ce que tu penses que il est pertinent d'utiliser les outils qu'on appelle les personal CRM? Je le dis parce que moi-même j'ai recherché, j'ai rencontré pas mal de difficultés dans l'établissement d'un réseau, parce que souvent on est un peu busy et tout ça. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir un outil logiciel aide véritablement dans la construction des réseaux, ou bien tu penses que c'est un peu too much? Non, pas forcément. Je pense que ça peut être des outils digitaux aujourd'hui qu'on peut mettre en place. Mais encore une fois, moi, je suis ça peut être un premier pas, ça peut être un point d'entrée pour accéder à un certain nombre de réseaux et tout, mais moi, je suis plus partant pour cette relation humaine-là qui moi permet de vraiment construire une histoire, d'avoir des échanges assez poussés, d'avoir des marqueurs qui puissent
permettent de vraiment renforcer le réseau. Aujourd'hui, on a des outils, hein. Par exemple, lorsqu'on essaie de faire une lettre de motivation, on a ChatGPT mais lorsque la lettre de motivation est faite, quand c'est pas, on sent très vite, hein, quand c'est fait par des outils, voilà, tels que ChatGPT ou autres. Contrairement à peut-être un CV qui est vraiment écrit, enfin une lettre de motivation qui est écrite par quelqu'un où vraiment on est plus spécifique on ajoute des éléments vraiment qui sont plus pertinents. Et donc lui c'est pas forcément exclu, mais je pense qu'il faut aussi privilégier les rencontres, les échanges. Et ça, pour moi, je pense que c'est 5 minutes d'échange avec une personne valent mieux pour moi plus que d'avoir des messages sur plein de trucs. Voilà. Donc c'est un peu ce que je pense. Les outils, oui, mais on peut aujourd'hui avoir des outils qui nous permettent d'avoir tel nombre de connexions, mais est-ce que c'est vraiment des connexions qui sont profitables? Voilà. On voit aujourd'hui des influenceurs qui ont peut-être des millions de followers, mais les followers, rien ne dit que les followers sont juste là pour vous aider. Il y en a qui sont là justement, qui sont contre vous et qui essaient juste de voir votre actualité pour préparer la riposte. Donc, oui, pour les outils technologiques, mais aussi, il faut mettre un pesant d'or sur les rapports fraternels, des échanges. Par exemple, lorsque une personne a une bonne nouvelle, voilà. Donc, voilà, le fait d'apporter sa présence-là auprès de cette personne-là, je pense que c'est plus gratifiant et c'est plus mémorable, en fait, que des outils technologiques, quoi. Donc, peut-être c'est de voir un mix entre les deux et puis, voilà, voir en fonction de ses ambitions ce qu'on peut obtenir. Ok, merci bien pour cette précision. Je pense qu'on est à 20h30 GMT. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc remercier tout le monde d'avoir pris ce temps-là. On sait tous qu'on est tous occupés. Encore une fois, pour construire un réseau, hein, on a bien dit tout ça, mais une des contraintes, c'est la contrainte du temps. Voilà. Mais vous avez accepté de passer 1h30 pour échanger. Ça participe à constituer un peu ce réseau-là parce que quand ça ne sert à rien de pouvoir faire tout ça si, même à minima, on n'arrive pas à se réunir pour participer au stock. En tout cas, je voudrais sincèrement vous dire merci. Et merci aussi à Diaby, en tout cas, pour ce temps qu'il a consacré. En tout cas, il a pris beaucoup de son temps pour préparer ce talk-là. C'est vraiment intéressant. Comme je le disais tantôt, hein, en tout cas, depuis quand j'ai eu le thème, c'est à lui que j'ai pensé, sa capacité à pouvoir partager, et ça se ressentit aujourd'hui. Cet élément qu'il a donné, ce n'est pas une recette magique. Chacun peut apporter de sa manière, mais en tout cas, merci beaucoup pour tous ces témoignages, ces exemples-là. Donc, s'il y a un dernier mot, MS Diaby. Non, c'est peut-être, je pense que le MJ aussi a un mot. Sinon, c'est de remercier tout le monde d'avoir pris de son temps, effectivement. Et voilà, donc, je rêve d'une association MIS qui est vraiment un réseau professionnel assez fort. Donc, c'est possible. Il faut que chacun y mette du sien et qu'on ne pense pas uniquement qu'à nous, un réseau, comme j'ai dit là, il peut nous servir bien au-delà même de l'aspect MIS, de l'aspect boulot, dans tous les domaines de la vie. Bon, je sais que chacun a une histoire. Si on veut passer aujourd'hui, chacun pourra dire un exemple où le réseau professionnel l'a aidé, que ce soit dans sa vie de tous les jours, dans le cadre du boulot. Et donc, c'est de nous encourager, nous tous, à nous mettre au service du réseau plutôt que le réseau soit toujours à notre service. Donc, merci sur ce. Je passe la parole au MG. Merci beaucoup, Parrain. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour tout ce que tu as partagé. Et également, je pense qu'on en tire beaucoup de leçons. On sait bien que d'avoir la base du réseau professionnel en fonction de chaque situation, le socle même, c'est les rencontres qu'on a et les expériences qu'on a dû traverser ensemble déjà à l'INP avant ça en prépa. Merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup au Parrain Diogo et merci à tout et chacun d'être présent et je vous souhaite une très bonne semaine.
Merci, très bonne soirée, bon début de semaine à tous. Et à très bientôt pour Bonne d'autres semaine, thématiques. monsieur. Salut. Merci beaucoup à tous pour tous vos efforts. C'est extrêmement appréciable. Que Dieu vous bénisse.